L'AMNEF va démarrer dans quelques instants et nous allons parler de financement à impact et voir comment justement le financement de projets à impact participe à l'accélération des transitions. Donc nous avons la chance d'avoir à nos côtés 5 intervenants qui sont vraiment experts dans le domaine, que ce soit dans le domaine public ou privé, et qui vont nous parler de ce sujet de l'accélération des transitions et comment le financement de projets à impact y participe. Je vous présente nos invités, Mathieu Ribd pour Mazars Conseil, Maëva Bourrel pour le Crédit Mutuel Arkea, Mathieu Garnero tout au bout pour l'ADEME, Stéphane Lafargue pour la Banque des Territoires et enfin Grégoire Chauvière-Le Drian pour le groupe BEI en France. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Alors pour démarrer, je propose qu'on définisse un peu ce que c'est que le financement à impact parce que finalement c'est pas forcément très très clair pour tout le monde. Je sais que chez Mazars vous avez fait des études sur le sujet, donc j'ai d'abord envie de vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire si le financement et l'impact sont des notions qui sont claires et encadrées? Alors, la première question, bonjour à tous. D'abord, si c'est clair, alors il y a des définitions qui ont été données, de multiples définitions. Il y a une définition qui, à mon sens, fait consensus. C'est celle qui a été donnée par l'Institut de la finance durable en septembre 2021. Ils ont fait un guide, d'ailleurs, sur le sujet qui est assez bien fait. C'est un document qui fait 80 pages. Alors, je ne vais pas vous en parler là parce que ça durerait toute la session. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais il est téléchargeable et je vous encourage vivement à le lire. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé ou qui est clair? Il y a un flou autour de ce que c'est que l'impact, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une notion qui est réglementaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est encadré en tant que tel. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des pratiques de place qui émergent et qui sont adoptées par chacun des acteurs. Un des éléments qui est important, c'est qu'il y a un guide qui a été publié par l'ESMA en mai de cette année sur le greenwashing. Et pour la première fois, on a le greenwashing sur ce qui est l'impact, donc de l'impact washing. Ça veut dire que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde et que parfois le terme impact est galvaudé. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner une définition? C'est quoi la finance à impact? Comment est-ce qu'on la définit? Alors, c'est une définition qui est très succincte. Encore une fois, je vous encourage à lire ce document qui avait été publié. On peut définir l'impact par 3 piliers. 2 piliers qui sont assez simples à comprendre, c'est celui de l'intentionnalité et de la mesurabilité, et un 3e pilier qui est celui de l'additionnalité, qui est un peu plus subtil à entrevoir. Donc sur le premier, l'intentionnalité, c'est l'intention, c'est les objectifs que vous avez à travers le financement à impact. Le deuxième, c'est la mesurabilité, c'est les indicateurs, c'est comment vous allez suivre votre impact, qu'il soit positif ou négatif. Pour ceux qui sont familiers avec les réglementations de la finance durable, il ne faut pas oublier les externalités négatives, et on parle aussi d'impact net, c'est-à-dire que ce qu'on finance, c'est un impact positif. Le troisième élément est un peu plus subtil, c'est l'additionnalité. Et souvent, on confond, on a l'impression en fait que l'impact, c'est les sociétés qu'on va financer qui vont avoir seulement un impact. L'additionnalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est en tant que financeur, quelle valeur ajoutée vous allez avoir, quelle expertise vous allez apporter, quelle méthodologie vous allez apporter pour que votre investissement ait de l'impact. Donc, c'est-à-dire pourquoi vous plutôt qu'un autre. Et ça, c'est fondamental quand on définit l'impact. C'est-à-dire qu'il faut être proche de l'objet que vous financez pour lui apporter méthodologie, expertise sur les domaines. Alors vous êtes responsable du conseil banque chez Mazars. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste justement votre rôle vis-à-vis des acteurs de la finance à impact et ce que vous constatez? Alors, nous, majoritairement, sur l'ensemble des missions qu'on va traiter sur la partie finance durable, on va traiter essentiellement de réglementation, parce que l'urgence est au niveau du réglementaire pour les différents acteurs, pour s'y conformer. Notamment autour de la taxonomie, autour des CFDR, autour de la CSRD, donc qui rentre en application à partir de janvier 2024. Donc ça, c'est notre périmètre, on va dire, de base. Mais ça a été aussi la porte d'entrée pour l'accompagnement qu'on va faire au niveau de l'impact. Notamment, si on se souvient de l'application des CFDR en mars 2021, on parlait de fonds article 8, de fonds article 9, donc fonds article 8 vert clair, fonds article 9 vert foncé. Et la tentation a été grande d'assimiler de l'article 9 à de l'impact, sauf que ça n'a rien à voir. Donc, quand on a travaillé sur des sujets au niveau SFDR, on a accompagné les différents acteurs sur leur stratégie, sur leur gouvernance. Et dans ce cadre-là, on a décliné
ce qui était aujourd'hui communément accepté au niveau de l'impact. Il y a plusieurs groupes de travail qui existent au niveau de l'AFG, au niveau du FIR, au niveau de l'Institut de la finance durable. Et l'idée, c'est d'y dégager des pratiques de place, des indicateurs, des grilles de lecture. Et notre rôle, ça a été justement plutôt un rôle d'évangélisation, d'explication et aussi d'expliquer les risques qu'on pouvait avoir en employant le mot impact à tout va. Et c'est principalement en fait l'objet du dernier papier de l'ESMA qui est sorti sur l'impact washing. Preuve aussi que l'impact, s'il était, alors il est toujours encore discrétionnaire et c'est encore un domaine de niche, alors imaginez en 2021, mais ça veut dire que si l'ESMA s'y intéresse, ça veut dire que c'est de moins en moins un domaine de niche. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi à lire une publication qui était très focalisée sur les sociétés de gestion qu'on avait faite en novembre 2021 sur les pratiques de l'impact sur les sociétés de gestion et les défis qui restaient. Elle est encore d'actualité parce que même si les choses bougent, les défis sont encore là. Et dans le domaine des stratégies d'investissement, quelle est la différence entre le coté et le non-coté, c'est-à-dire entre l'asset management et le private equity, et quel est des deux, lequel est le plus transparent? Alors, on a différentes catégories en fait de fonds impact. Alors, ce n'est qu'une partie parce que vous avez aussi des banques qui peuvent financer en fait directement des projets impact sans faire l'objet en fait de fonds. C'est du financement en tant que tel. Ce qui est commun en fait à tous les points, c'est plus vous êtes proche de l'objet que vous financez, plus vous avez du pouvoir, le plus vous aurez de l'impact. Et par exemple, si on prend l'exemple du private equity, qui est encore un domaine de niche, vous détenez une partie de la société, voire la totalité, et vous avez réellement un pouvoir sur son management, un pouvoir aussi de conviction. Ça ne veut pas dire que quand vous investissez sur du côté ou quand vous faites de financement de projet, vous ne l'avez pas. Mais ça veut dire que vous devez vous approcher de cette relation, de cette proximité qui vous permettra d'actionner le levier d'additionnalité. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Le faire fera aussi que vos expertises soient valorisées en tant que financeur et que vos méthodologies soient acceptées. On comprend qu'il y a quand même un flou. Pour atténuer ce flou, est-ce qu'il faudrait que ce soit davantage réglementé? Alors, dans les faits, dans l'absolu, ma réponse, qui est toute personnelle, c'est oui. En revanche, est-ce que c'est le bon moment? Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on reste sur un domaine qui est en cours de développement, en cours de maturité, et les travaux qui sont faits actuellement sur définir des pratiques de place sont essentiels avant de recourir à une réglementation. Vous prenez l'exemple des SFDR, on n'était pas nécessairement prêt. Il y a eu beaucoup de flou sur l'application des SFDR. Aujourd'hui, on est dans un domaine qui est encore moins mature, parce que plus complexe. Après, tous les travaux qui sont faits actuellement de définition, d'adoption de pratiques de place est essentiel pour tirer l'ensemble de l'écosystème vers le haut. Donc, c'est pas parce qu'il est souhaitable d'avoir une réglementation pour pouvoir appliquer des règles qui soient normées pour tout le monde. Et surtout, en fait, la réglementation, c'est un enjeu de comparabilité. C'est-à-dire comment vous allez comparer un reporting à impact par rapport à un autre. C'est tout l'enjeu qu'on va avoir, par exemple, avec la CSRD. Aujourd'hui, on n'en est pas nécessairement là. Mais oui, dans l'avenir, c'est souhaitable. Et on ne peut que le souhaiter parce que ça voudrait dire que l'impact est devenu mainstream, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Merci Mathieu Rib pour ces premières explications. Je voudrais vous passer la parole à Maëva Bourrel, puisque le groupe Crédit Mutuel Arkea s'engage depuis déjà de nombreuses années en faveur des pratiques de finance responsable. Vous-même, vous avez d'ailleurs participé à des travaux avec l'Institut de la finance durable et les acteurs de la place dont on parlait à l'instant. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est chez Crédit Mutuel Arkea, quelle différence est-ce que vous faites entre l'ESG et l'impact ? En effet, on fait une différence et c'est important de le rappeler. Alors sur l'impact, on s'appuie sur les définitions que vient d'évoquer Mathieu au niveau de l'Institut de la finance durable notamment. Peut-être avant d'expliquer cette différence, il est important de rappeler ce que c'est que l'ESG, parce que c'est peut-être un peu un jargon du secteur financier qui n'est peut-être pas utilisé dans tous les secteurs d'activité. Finalement, quand on fait une analyse ESG en tant que financeur, aujourd'hui, on va principalement s'attacher à analyser les pratiques, les modes de fonctionnement de l'entreprise d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance, la manière dont l'entreprise va gérer les effets de son activité sur ces différents facteurs. Donc on est plutôt sur le comment, la manière dont l'entreprise gère ses externalités. Quand on va s'attacher à faire une analyse d'impact et à regarder alors notamment une entreprise qu'on va appeler à impact ou un projet à impact, on va plutôt s'attacher au quoi. Alors on va continuer à regarder le comment, les externalités et les effets, mais surtout le quoi, c'est-à-dire comment et à quel point l'entreprise, à travers ses produits et ses services, va contribuer à une problématique sociale et environnementale. Finalement, est-ce qu'elle apporte des solutions à ces enjeux ?
À l'échelle d'un projet, ça va être la même chose. On va regarder finalement en quoi ce projet a impact, pour qu'il soit en tout cas qualifié d'impact, apporte une solution, une contribution à des objectifs reconnus de manière internationale, comme par exemple les accords de Paris. Donc c'est vraiment cette exigence supplémentaire qu'on va intégrer. Et donc ça, c'est l'additionnalité du projet ou de l'entreprise. Et comme vient de le dire Mathieu, en tant que financeur à impact ou investisseur à impact, il y a aussi ce que nous, on va apporter à ce projet ou à cette entreprise, donc notre additionnalité, et c'est encore un niveau d'exigence supplémentaire. Et cette additionnalité, elle peut être financière. Finalement, en tant qu'acteur financier, apporter un coup de pouce supplémentaire par des taux bonifiés, par une prise de risque peut-être un peu différente, ou extra-financière par de l'expertise supplémentaire qu'on pourra apporter. Donc on est vraiment sur un segment encore plus exigeant que l'analyse ESG et le financement via des critères ESG. Alors, je rappelle que Crédit Mutuel Arkea est entreprise à mission. Alors justement, avec ce prisme d'entreprise à mission, quel regard est-ce que vous portez ou comment est-ce que vous agissez au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea? Alors en effet, on est société à mission depuis un peu plus d'1 an maintenant, et quelque part à travers ce nouveau statut, on réaffirme notre rôle en tant qu'acteur financier qui a un véritable pouvoir finalement d'orienter les flux financiers vers ces objectifs environnementaux et sociaux. On a fait le choix de mettre en avant certains objectifs qu'on souhaite accompagner, plus particulièrement certaines transitions. Donc tout ce qui est lié au climat et à l'environnement plus largement, et tout ce qui est lié à l'inclusion et à la vitalité des territoires. Et en ça, le financement à impact finalement a repris vraiment tout son sens et démontre vraiment que c'est un outil extrêmement intéressant pour qu'on atteigne et qu'on soutienne ces objectifs, puisqu'en fait on va aller accompagner des acteurs ou des projets qui vont être vraiment des solutions pour ces deux transitions. Et puis surtout, nous, en tant qu'acteurs financiers, ça nous fait nous poser des questions sur notre rôle, sur la manière dont on peut accentuer encore cet impact. Donc voilà, c'est complètement, en tout cas, le financement à impact est un vrai levier pour nous dans le cadre des objectifs qu'on s'est fixés. Et alors, comment concrètement ça se traduit en termes d'accompagnement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ça passe en premier lieu d'abord par de l'innovation produit au niveau des différentes équipes. Et donc pour citer quelques exemples, donc notamment sur l'additionnalité financière qu'on peut apporter à des projets. Pour citer un premier exemple, dans l'accompagnement des entreprises sur des projets véritablement axés sur certains enjeux, il y a tout un travail qui a été fait par la filiale Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles pour développer un financement de projet qui s'appelle Arkea Impulse, qui finalement va aller accompagner certains enjeux bien spécifiques. Ils ont fait tout un travail d'identification des projets qui permettent de servir ces enjeux et aussi d'identifier un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de nous garantir de l'impact de ces projets, puisque la mesure, en effet, est quelque chose d'important. Et l'intérêt et l'apport qu'on va avoir vis-à-vis des entreprises, c'est une bonification financière, c'est-à-dire qu'on va vraiment leur accorder un coup de pouce supplémentaire. Ça, c'est un exemple. On a d'autres exemples sur l'agriculture. On a un énorme sujet autour de la décarbonation de l'énergie, évidemment, en France. Accompagner les projets agricoles qui vont permettre de produire de l'énergie décarbonée, c'est aussi ces projets-là qu'on souhaite accompagner et auxquels on souhaite accorder un coup de pouce supplémentaire en termes de financement et de bonification. Et puis ça passe aussi par de l'expertise et du service, et notamment dans la structuration de la dette, pouvoir vraiment accompagner les projets pour les aider à accéder au financement. Donc voilà quelques exemples qui rentrent en effet dans nos objectifs de financement à impact. Et vous considérez aussi que votre rôle, c'est d'accompagner vos clients dans leur propre transition. Comment est-ce que vous faites pour les accompagner justement dans leur propre transition ? Alors c'est vrai qu'on l'a évoqué, là, le financement impact, ça reste aujourd'hui une niche. Oui. On ne va pas couvrir et accompagner l'ensemble de l'économie via des financements à impact aujourd'hui. Et donc c'est important qu'on puisse accompagner tout un chacun dans sa démarche de progression. Et donc notamment à travers des financements aussi qui vont permettre d'aider les entreprises à progresser dans l'ensemble de leur démarche RSE ou ESG. Et donc finalement de les accompagner tout au long de la durée du crédit, notamment avec des taux bonifiés, là aussi en fonction des progrès que réalise l'entreprise. Là aussi, c'est une offre qui a été développée par Arkea Banque. Et puis surtout de leur apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, il ait une vraie évaluation qui lui permette de progresser. Donc ça aussi, c'est des dispositifs où finalement on fait preuve d'additionnalité, mais on n'est pas véritablement sur un financement à impact. Dans toute cette stratégie que vous venez d'évoquer, les choix que vous avez faits, est-ce que parfois ça peut se concrétiser par du non-financement ? C'est-à-dire
Crédit Mutuel Arkea pourrait à un moment donné dire ça, non, je ne finance pas. Alors oui, c'est aussi un levier. On n'est pas dans de l'impact, mais ça fait partie de la palette que l'acteur financier a évidemment en main, puisque on a ce pouvoir d'orienter les flux financiers. Quelque part, en renonçant, c'est un signal aussi qu'on lance au marché, à l'économie en général. Et donc, en effet, on a déjà fait des renoncements, notamment en lien avec les enjeux climatiques. Je pense notamment à la sortie du charbon d'ici fin 2027. C'est une date qui est relativement courte par rapport à d'autres objectifs, mais on a voulu aussi aller plus loin pour véritablement montrer que ces enjeux sont pas, en tout cas ces activités ne sont pas alignées avec les enjeux qu'on souhaite soutenir. De la même manière sur les développeurs d'énergie fossile, on sait qu'aujourd'hui ce n'est pas non plus aligné avec les scénarios climatiques, donc on a fait le choix d'arrêter de financer ce type d'acteurs. Donc ça passe aussi par ce levier-là, qui est un troisième levier qu'on a en tout cas dans notre boîte à outils aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on parle aussi des particuliers. Est-ce que vos choix stratégiques, est-ce que vos orientations font qu'à un moment donné, vous pourriez dire à un particulier, OK, par exemple, j'ai envie d'acheter un logement, malheureusement, il a une étiquette E ou F. Est-ce que vous pourriez me dire, Gaëlle, ton taux de financement, ce sera celui-ci, et si tu t'engages à faire les travaux, eh bien, le taux, on va l'abaisser, ou si jamais tu arrives à avoir une étiquette C, tu as une bonification? Alors, c'est des réflexions qui sont en cours nécessairement. On a beaucoup parlé des entreprises jusqu'à présent. L'accompagnement des particuliers, ça va être un défi majeur, et notamment sur le sujet du logement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui en France, on n'est pas au rendez-vous des projections en termes de rénovation énergétique. On a énormément d'efforts à faire en matière de rénovation énergétique, de changement aussi des modes de chauffage dans les logements. Aujourd'hui, on est très loin des objectifs qui étaient fixés, donc il va falloir que collectivement on accélère. Et donc le banquier aura aussi son rôle là-dedans pour vraiment accompagner les clients. Donc ça pourra peut-être passer par ce type de dispositif, soit des bonifications, soit des conditions de financement, si en effet la rénovation est bien prévue. Donc tout ça, c'est des travaux qui sont en réflexion. Mais finalement, au-delà de ça, ce qu'on veut aussi, c'est accompagner le client aussi dans cet univers qui peut être parfois compliqué de la rénovation énergétique. Et donc là encore, je vais reparler de l'additionnalité du financeur, mais finalement à travers des informations du service, et notamment la plateforme Habitat Durable qu'on a pu lancer, on aide le particulier à s'y retrouver. Déjà, estimer le DPE de sa maison, parce que tout le monde n'a pas forcément un DPE récent, identifier les travaux qui peuvent être pertinents, les aides auxquelles le client peut avoir aussi le droit. Ça fait partie aussi maintenant du rôle du banquier, finalement, de faciliter en fait cet accès-là. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Je vais passer la parole à Mathieu Garnero pour l'ADEME, puisque l'ADEME intervient également sur le volet du diagnostic, du conseil, mais aussi sur le financement. Alors, en tant qu'agence d'État, vous êtes un vrai exemple, j'ai envie de dire, de financeur ou d'acteur à impact. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément comment vous intervenez ? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc c'est vrai que le rôle de l'ADEME en tant qu'agent d'État, c'est de faciliter la transition écologique. Et donc c'est d'avoir un impact. C'est notre mission au départ. Et donc effectivement, de l'expertise, parce que l'ADEME, c'est des équipes d'ingénieurs. Donc on apporte pas mal d'expertise sur les enjeux énergie, mobilité, transport, bâtiments, déchets, économie circulaire. Cette expertise, elle s'adresse aussi bien aux acteurs publics, les ministères, qu'aux acteurs privés, les entreprises. Et puis après, les étapes préliminaires avant les financements, c'est le diagnostic et c'est le conseil. Et pour ça, on a développé un certain nombre d'outils. Donc vous connaissez le bilan de gaz à effet de serre. Il y a des diagnostics éco-flux aussi pour comprendre mieux les flux, que ce soit des flux de matière, énergie, déchets, économie circulaire au sein des entreprises. Et puis plutôt de la stratégie sur les enjeux climatiques notamment. Donc on a la méthodologie ACT pour accompagner les entreprises. On a la méthodologie TET, territoire engagé dans la transition écologique, pour accompagner les collectivités. Donc tout ce dispositif-là, il amène un socle pour permettre la transition. Et puis bien sûr, il y a la partie financement. Et là, on a des moyens très supérieurs qui sont apportés ces dernières années. Donc c'est vrai que l'ADEME, c'était 1 milliard de budget il y a encore 4 ans. On est passé à 4 milliards aujourd'hui, donc x4, avec notamment des fonds, par exemple, apportés par France 2030, donc avec des grandes priorités que sont, par exemple, le fonds chaleur, le fonds décarbonation de l'industrie ou encore le fonds économie circulaire. Alors nous sommes sur le Forum économique breton. J'ai envie de vous demander des illustrations, des exemples de vos accompagnements ici en Bretagne.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir en tête aussi que l'ADEME a 17 directions régionales, et donc on a des équipes au niveau de la direction Bretagne, et d'ailleurs ils sont présents à l'espace partenaire pour les entreprises d'ailleurs qui voudraient discuter avec eux lors de ce forum. On a 3 illustrations pour les 3 priorités que j'ai données. Sur le fonds chaleur, on a contribué par des aides publiques à l'extension du réseau de chaleur nord sur Rennes, donc avec l'équivalent de 129 milliards de gigawatts de chaleur ENR supplémentaire. Et donc ça, c'est de la réutilisation de combustion de déchets, donc incinération des déchets, mais également de biomasse. Et donc c'est à peu près la consommation de 20 000 foyers, donc raccordés de manière supplémentaire. Autre exemple, sur la partie économie circulaire, un beau projet en Bretagne s'appelle le projet MENREC. Donc ça, c'est un consortium avec 4 entreprises. Donc 2 entreprises dans la menuiserie, Atlantem et Fenetrea, un leader sur le verre Riou-Glace et un logisticien recycleur, Boelet. Et donc ces 4 acteurs ont pour objectif de récupérer des matériaux type fenêtres, oui, et de les recycler et de les réutiliser. Donc l'objectif, c'est de démanteler plus de 200 000 fenêtres en 2025, donc peut-être un acteur du démantèlement, et de réutiliser plus de 40% de ces ressources pour refaire des fenêtres plutôt que de faire de l'entrouvissement, ce qui est aujourd'hui le cas dans 90% des cas. Et un dernier cas, sur la partie industrie, les PME dans l'industrie, elles bénéficiaient d'un programme qui s'appelait BressFab, piloté par la région. Et l'enjeu cette année, ça a été d'incorporer dans ce programme, où les entreprises sont accompagnées sur leur stratégie orga compétitivité, des enjeux classiques, d'intégrer 2 jours de formation et d'accompagnement sur les enjeux du climat pour que justement cette stratégie soit pensée de manière plus globale. Très bien. Alors, autre question, vous travaillez avec les acteurs financiers sur la finance à impact. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle activité et comment est-ce que vous la situez par rapport à la finance durable ? Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu un début de panorama. Quand on regarde SFDR, donc ça oblige les sociétés de gestion à classifier leurs fonds, donc entre pas de prise en compte des caractéristiques ESG. Et ça, c'est la moitié du marché quand même. Il faut avoir en tête que la moitié du marché n'a aucune considération sur les pratiques ESG. L'autre moitié, 47%, tiennent compte des caractéristiques ESG et 3% sont les fonds vert foncé, à article 9. L'impact, c'est encore plus petit, donc il faut encore zoomer. Par exemple, si on regarde les obligations vertes, il y a 2000 milliards d'obligations vertes chaque année dans le monde. Il y a 200 milliards de Sustainability Linked Bonds, par exemple, donc des bonds conditionnés à des réalisations d'objectifs, donc qui sont qualifiés comme des exemples de produits impact. Donc c'est encore 10 fois plus petit. Donc on est encore sur un marché qui se construit, tout comme le marché de la finance de transition, voilà, qui sont quand même 2 leviers extrêmement intéressants pour des acteurs privés, mais qui sont aujourd'hui en phase de construction. Alors vous parlez de levier, justement, pour vous, c'est quoi les grands leviers pour la finance à impact ? C'est vrai que Maëva l'a rappelé, hein, il y a les deux grands types d'aides. Hein. Il y a une aide financière ou une aide non financière. Hein. Sur l'aide financière, on peut pas, de la part d'acteurs publics, on peut attendre effectivement des aides importantes, et c'est le cas de l'ADEME par exemple. Quand on va apporter des financements, on va vraiment donner de l'argent, donc à hauteur de 30% du projet par exemple. Donc ça va amener un levier pour pouvoir réaliser des projets qui ne seraient pas viables sans ce type d'aide. Mais de la part d'acteurs privés, il ne va pas y avoir un renoncement énorme sur la partie de la prime. C'est assez logique, ça contreviendrait, on va dire, à leur mandat de départ. Par contre, sur la partie aide, notamment, des gros acteurs peuvent apporter toutes leurs expertises, toutes leurs structures pour faciliter la montée en compétences, le conseil, et éventuellement aussi aller solliciter les aides, parce que là j'évoquais par exemple l'ADEME qui a 4 milliards d'aides chaque année. Il faut savoir aussi aller au bon guichet, etc. On essaye de communiquer, mais on n'est qu'un millier d'acteurs au sein de l'ADEME, et des fois on a aussi des relais par des grands groupes pour justement aller taper dans les bons guichets pour obtenir les aides pour réaliser ces projets. Alors vous l'avez dit, ce n'est pas forcément naturel pour un financier de renoncer à la prime. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner quelques exemples d'impact par de l'engagement ou de l'accompagnement ? Alors j'aurais
3 exemples. Le premier, c'est le cas des Sound Climate. Les investisseurs peuvent se prononcer, dans certains cas, sur les résolutions climatiques des entreprises. Et donc, il peut y avoir une pression apportée. Et ça, c'est notamment dans le cas des grands groupes. Et c'est un levier assez intéressant. On a essayé d'accompagner toute la campagne de cette année, donc de résolution climat lors des assemblées générales, en apportant de l'information sur le contenu des plans de transition des entreprises, pour que les investisseurs puissent jauger si le plan de transition est de bonne qualité, de moins bonne qualité, et peut être amélioré sur tel ou tel point. Donc l'engagement actionnarial, c'est un levier important pour les grandes sociétés cotées. Sur des plus petits acteurs, on a un travail très intéressant avec une société de gestion qui s'appelle Fideas. Eux ont décidé de se porter au capital d'une vingtaine d'entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, pendant 5 ans, et d'apporter du conseil et de l'aide pour former la structure dirigeante de l'entreprise et pour apporter aussi une stratégie climat, donc en cofinançant. Donc le financeur apporte une partie du financement, l'ADEME apporte une partie du financement et l'entreprise apporte une partie du financement pour ce programme de mise en place d'une stratégie climatique. Et eux ont aussi en tête qu'une fois que l'entreprise aura une stratégie climat et sera dans l'univers ESG investissable, elle va être mieux valorisée. Et donc, ils attendent aussi un retour financier de cette stratégie. Donc, il y a un double enjeu climat et financier. Et puis, c'est des choses aussi qui peuvent être mises en place par des entreprises. Et c'était mon dernier exemple. Une grande entreprise, par exemple, comme Siemens, peut décider d'accompagner la mise en place de plans de transition chez ses fournisseurs. Ça permet de décarboner son scope 3 d'émissions. Et donc, voilà, les gros acteurs ont un rôle à jouer aussi pour accompagner tout le tissu économique. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole, Stéphane Lafargue, pour la Banque des Territoires. Alors, en matière de financement à impact, la Banque des Territoires s'est elle aussi fixé 2 objectifs que je vais citer. C'est la transformation écologique et la transformation sociétale. Alors d'abord, sur le premier volet, la transformation écologique, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du montant de l'enveloppe qui est attribuée par la Banque des Territoires justement sur ce volet ? Alors, il y en a eu plusieurs d'annoncés. Oui. Je vais annoncer la dernière, celle du directeur général de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, qui a annoncé au mois de mai mobiliser 100 milliards. Donc 100 milliards pour le groupe, ce qui donne une capacité d'intervention extrêmement importante pour la Banque des Territoires et pour agir sur la sobriété énergétique, sur la production d'énergie verte. Donc oui. Ça, je tiens à la notion de verte. Et puis, bien sûr, sur les mobilités. Et les mobilités décarbonées. Voilà. Alors sur ce premier volet de la sobriété énergétique, est-ce que ça signifie que vous financez par exemple la rénovation du patrimoine immobilier breton ? Oui, tout à fait. Alors en premier lieu sur le logement social, vous savez qu'on est le principal financeur de la construction du logement social, mais la rénovation aussi du logement social est pour nous une priorité. Pourquoi ? Parce que les usagers de ces logements sociaux, ce sont les personnes les plus fragiles et qui s'acquittent de factures bien sûr de gaz et d'électricité. Donc c'est aussi pour nous une priorité d'agir sur leur pouvoir d'achat. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on y met les moyens. On parlait tout à l'heure de taux bonifiés. C'est ce qu'on fait sur une ressource livret A, notamment, qui est la ressource de l'épargne populaire des livrets que l'on dédie justement à ces opérations de rénovation énergétique, où on a sorti un dernier éco-prêt voilà, pour chacun des logements d'une enveloppe de 33 000 €. Et voilà, sur une ressource livret A bonifiée à moins 0,75%, pour inviter les bailleurs sociaux à agir et vite. Voilà. Alors vous nous avez parlé du logement social. Je sais que vous intervenez aussi sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, etc. Avec cette fois-ci une action qui est un peu différente de celle des banques, enfin des banques classiques, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors oui, le patrimoine public est extrêmement important et très énergivore, avec des vieux bâtiments qui n'ont pas forcément été très bien entretenus. Donc là, on doit agir pour effectivement les décarboner, faire en sorte qu'ils soient les plus performants possibles. Donc on s'est mobilisé avec nos partenaires, Enedis, GRDF, par exemple, pour co-concevoir ensemble l'outil PrioRéno, qui permet de définir et de cibler les bâtiments les plus énergivores, et puis derrière, bien sûr, mobiliser les financements de la Banque des Territoires sur du long terme. De grosses rénovations peuvent permettre des financements jusqu'à 50 ans, voilà, à des conditions bonifiées aussi pour l'occasion. Alors, on continue sur le sujet de la sobriété énergétique, puisque je sais que vous soutenez les métropoles dans leur propre transition. Comment, par exemple ? Je vais prendre la dernière expérience avec Rennes. Oui. Brest aussi exemplaire sur les mobilités électriques, un outil, une société publique locale qui doit aussi intervenir sur la rénovation des bâtiments publics. Avec Rennes, très récemment, on s'est mis à leur côté pour développer notamment le réseau de chaleur sud. Voilà. Donc c'est un projet
où on va être aux côtés de la collectivité en tiers financeur au travers d'une CEMOP, voilà, avec un opérateur à définir, et ça on en saura dans quelques temps. Et puis aussi sur la partie sobriété énergétique. On a accompagné Rennes Métropole dans le relamping, c'est-à-dire transformer 11 500 points lumineux et basculer en LED. Voilà. Et puis aussi sur la ville de Rennes, pour la ville de Rennes, travailler aux outils de modulation justement de l'énergie qui permettent de réaliser des économies importantes. On les a chiffrées à hauteur de 3 millions d'euros. Ah oui. Alors, si on évoque maintenant la production d'énergie renouvelable et le sujet des mobilités, puisque finalement ce sont deux sujets qui sont extrêmement liés, comment est-ce que la Banque des Territoires accompagne ces transformations-là, ces nouvelles productions d'énergie? Alors, soit de façon intermédiaire, via les sociétés d'économie mixte, émanation de syndicats d'énergie. On a participé à la création de toutes les sociétés d'économie mixte bretonnes, donc les 4, il y en a une par département, ainsi qu'à une filiale de la SEM régionale SEM-Braise, qui se nomme Braise Énergie, voilà, que l'on accompagne dans son plan de développement notamment. Et donc ces outils d'économie mixte produisent sur les territoires de l'énergie verte, donc issu de photovoltaïque, issu d'éolien, issu de méthanisation, pour derrière effectivement pouvoir aussi permettre des mobilités au travers de l'usage de GNV, voire d'hydrogène. Voilà, c'est le cas notamment du grand projet Armor Hydrogène, qui doit permettre notamment au territoire de Saint-Brieuc et puis de Saint-Malo de bénéficier d'hydrogène pour ses mobilités, voilà, puisque les collectivités sont un peu exemplaires en la matière et c'est la puissance publique qui donne le go et qui donne le là, et qui va impulser la démarche, justement, de ces mobilités décarbonées. Mais est-ce que ça veut dire aussi que vous impulsez quelque chose en matière de débouchés, c'est-à-dire pour trouver le client final? Écoutez, on invite les collectivités, justement, à emboîter le pas. On y met les moyens. On parlait tout à l'heure d'ingénierie, notamment, d'expertise. On dégage, nous, de la subvention pour aider les collectivités, justement, à décider de ces investissements. Et derrière, on met en place des financements très long terme, bien sûr, pour des acquisitions notamment de bus hydrogène ou de bus GNV. Très bien. Alors, je vous propose d'évoquer maintenant les interventions de la Banque du Territoire sur la partie des transitions sociétales ou des transformations sociétales. Comment est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'implication ou de financement de la Banque des Territoires pour justement des projets qui vont transformer ou des projets qui sont solidaires en Bretagne? Très récemment, là, on a accompagné le projet Meilleurs Voisins, qui, pour nous, cochait toutes les cases. C'est quoi Meilleurs Voisins? Meilleurs Voisins, voilà, c'est un projet sur Ploufragan, porté par une association qui refait vivre quelques hôtels qui ne fonctionnaient pas forcément très bien, en croisant donc tourisme et puis silver economy, à savoir se faire rencontrer des résidents qui vont occuper à l'année ces hôtels, et puis bien sûr des voyageurs. Voilà, donc ça c'était important de briser la solitude de ces personnes âgées, et puis de rencontrer des voyageurs au travers d'espaces partagés, de pouvoir bénéficier aussi du restaurant avec une tarification particulière. Donc on a particulièrement apprécié ce projet qui est très social. Mais alors, comment est-ce que vous faites pour mesurer l'impact de projets comme celui-ci? Est-ce que vous mettez en place des critères d'évaluation? Alors, il y a plusieurs critères. Déjà, dans notre choix d'investissement, on a été rassuré de savoir que les personnels allaient être conservés dans le projet. Donc ça, c'est important. Deux, on va s'assurer et on va contrôler effectivement que le turnover auprès des résidents et dans les 2 années est tout à fait convenable, voilà, qu'il y ait une forme de stabilité. 3, que le net promoter score des voyageurs soit aussi correct, ça c'est important. Et puis, quel est l'impact sur la solitude? On va mesurer cela auprès justement des résidents pour voir s'ils se sentent beaucoup mieux dans cette situation qu'auparavant. Alors, vous nous avez cité cet exemple de Meilleurs Voisins. Au-delà de cet exemple-là, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel domaine vous intervenez en matière de transformation sociétale? Est-ce que c'est sur le médico-social? Est-ce que c'est sur la santé? Quels sont vos... C'est effectivement tout ça. C'est médico-social, c'est santé, c'est sur le développement économique, les sujets de tiers-lieux, de coworking. En fait, on écoute les projets
Il n'y a pas uniquement le financier qui nous intéresse, ce qui nous permet de décider d'un investissement, finalement, ça va être son impact. Donc on va mesurer effectivement le nombre de bénéficiaires, quel est l'impact sur l'emploi pour décider de l'investissement. On n'est pas à faire un focus sur un TRI cible, on va regarder effectivement s'il y a un modèle économique, et derrière, ce qui va participer de la décision, ça va être l'impact effectivement sur le territoire, et parfois c'est même plus important que l'aspect financier. Merci beaucoup pour ces éléments. Pour terminer, je vais donner la parole à Grégoire Chauvière-Le Drian pour que nous comprenions bien comment la Banque européenne d'investissement prend part aux transitions. Alors justement, quelle place occupe la démarche de développement durable et l'impact dans la stratégie de la BEI ? Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas rappeler toute la notion d'impact qu'on a bien développée ce matin, mais peut-être faire la transition par rapport à hier soir, puisqu'on s'est interrogé hier sur la puissance de l'Europe. Ce qui est intéressant avec la Banque européenne d'investissement, qui n'est pas forcément connue, c'est qu'elle a été créée dès le traité de Rome. Et donc, dès 1957, les États membres se sont dotés d'une puissance financière pour financer des projets qui avaient un intérêt pour l'Europe. Et pour le faire, il faut le souligner, c'est quand même par une mutualisation de la dette, puisque cette banque, elle marche de façon soutenable, elle fonctionne de façon soutenable, elle ne coûte rien aux contribuables, il n'y a pas de transfert budgétaire, c'est-à-dire qu'elle lève de l'argent sur les marchés financiers et elle le reprête aux clients, aux projets qu'elle finance. Et bénéficiant de la meilleure notation possible, le AAA, la Banque européenne d'investissement se finance relativement à bon marché. Et comme elle n'a pas vocation à faire du profit, elle ne distribue pas de dividendes, elle rétrocède cet avantage à ses clients. Donc le modèle, il est vertueux et il a été pensé dès la création de l'Union européenne, dès 1957. On s'est doté les moyens, on s'est donné les moyens d'une banque et des moyens financiers européens. Alors comment elle agit ? On n'est pas une banque de réseau, ça c'est évident. On n'a pas une présence sur l'ensemble des territoires. Pour vous donner un exemple, Paris est le plus gros bureau à peu près européen que je dirige, on est 15. Donc c'est peu, on n'a pas, et pour ça on repose beaucoup pour comprendre le territoire et accompagner les dynamiques territoriales. On va s'appuyer sur nos partenaires publics et commerciaux. Typiquement, donc on travaille bien sûr avec Crédit Mutuel Arkea, à qui on prête de l'argent pour des objectifs qui sont définis, et en particulier sur la transition écologique. On travaille aux côtés de la Banque des Territoires, de CDC Habitat et de l'ensemble du groupe Caisse des dépôts pour le logement social, pour l'accompagnement des métropoles, pour les méthanisations, auprès de BPI, pour l'accompagnement de l'innovation. Donc on agit un petit peu pour démultiplier l'action d'acteurs qui sont présents sur le terrain par de la ressource européenne, mais pour autant, ça ne coûte rien aux contribuables. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant 4 ans, cette grande banque, cette grande institution européenne qui a parfois du mal à réagir, l'Europe, on l'a dit hier, et réagit face à des contraintes, mais sait s'inventer. Dès 2019, la BEI a été précurseur dans la transformation de nos objectifs financiers. En 2019, au lendemain des élections européennes et de cette impulsion en faveur du Green Deal, qui a été le projet de la Commission von der Leyen, la Banque européenne d'investissement s'est donné comme objectif stratégique de devenir et d'être la Banque européenne du climat. Et à ce titre, on a conforté un modèle, c'est-à-dire que quand on fait un choix d'investissement, on ne le fait pas sur une analyse risque-return, c'est-à-dire quel risque je prends, mais pour quelle rentabilité je vais l'avoir. On le fait sur la base de l'impact que le projet aura sur la société. Et cet impact, il est évalué d'un point de vue économique, naturellement, la soutenabilité du projet, mais aussi l'ensemble des externalités, et ça rejoint tout à fait ce que disait la Caisse des dépôts, c'est-à-dire qu'on regarde l'impact environnemental, l'impact social, et c'est ce qui va définir la décision d'engagement et l'engagement de ressources publiques européennes pour accompagner un projet. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour solliciter un financement ou un soutien de la BEI ? Quels sont les critères ? Vous venez d'en citer quelques-uns, mais comment est-ce qu'on fait pour vous solliciter ? Alors, on accompagne 3 typologies de clients. Même le mot client, on a du mal à le prononcer. On va parler de partenaires. Les collectivités territoriales, on le fait naturellement en Bretagne, la région. On a accompagné la région pour le financement de la ligne de TGV, pour les infrastructures, notamment numériques, le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire breton. On accompagne la métropole, à Rennes pour les 2 lignes de métro, Brest pour le port.
On accompagne les intermédiaires financiers, effectivement pour avoir une capacité de déployer de la ressource sur l'ensemble du terrain, que ce soit des banques commerciales ou publiques, mais aussi des fonds d'investissement. On a une capacité d'être sponsor, d'être investisseur dans des fonds pour que ces mêmes fonds puissent prendre des participations et avoir encore plus d'impact au sein des entreprises. Et on a une troisième classe d'outils pour accompagner les entreprises. Et aujourd'hui, grâce à des programmes de l'Union et de la Commission européenne, on est en capacité d'accompagner aussi bien des entreprises en amorçage, avec un nouveau programme de la Commission européenne qui s'appelle European Innovation Council. Entre 0 et 15 millions, on peut accompagner en subvention et en equity, ce qui est une nouveauté au sein des outils financiers européens. On peut accompagner avec des outils de quasi-equity, ce qu'on appelle du venture loan, entre 15 et 50 millions pour des entreprises qui sont en forte croissance, avec une véritable démarche d'innovation et de R&D. Et on a de la dette corporate classique auprès d'entreprises. Et là, on peut monter jusqu'à 1 milliard d'euros sans souci. Plus c'est gros, plus c'est facile pour nous, à la limite, je dirais. Alors, c'est assez rare d'entendre ça, mais c'est prometteur. Merci beaucoup. Vous nous avez déjà donné pas mal d'exemples de ce que vous faites en Bretagne, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres exemples encore plus significatifs que vous voudriez nous citer qui illustrent parfaitement votre présence dans le Grand Ouest ? Peut-être, alors si le Grand Ouest, on va l'élargir et avoir une vision très large du Grand Ouest, vous donner peut-être une exemple de ce qu'on peut faire sur les énergies renouvelables et l'approche presque systémique qu'on peut avoir par rapport à cette nécessité. On va accompagner le développement des fermes éoliennes. Aujourd'hui, en particulier, c'est notre rôle, on parlait tout à l'heure d'additionnalité, sur l'éolien offshore flottant, technologie nouvelle pour la France, pas forcément pour l'Europe. Il y a du risque qui n'est pas forcément apprécié par tous les investisseurs, donc on est dans notre rôle, on a un déficit de financement, donc on accompagne cette nouvelle dynamique. On va financer l'entreprise qui est une entreprise française, fleuron européen, presque mondial, sur le câble qui va relier les éoliennes au port, donc le groupe Nexans. On va accompagner l'infrastructure publique, le port, qui va intégrer, recevoir cette énergie. On va accompagner, on l'a fait en Occitanie, toutes les initiatives pour le déploiement de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. C'est le corridor H2. On accompagne également Enedis pour intégrer cette ressource supplémentaire énergétique au sein de son propre réseau. On a fait un financement de 800 millions d'euros l'année dernière. On va accompagner, on va financer le déploiement des bornes de recharge électrique, puisqu'on passe dans une électrification de nos modes de transport. On va accompagner le recyclage des anciennes fermes, des anciennes éoliennes, avec l'entreprise Fermat qui fait des choses formidables pour alléger le poids des sièges d'avion avec des anciennes pales d'éoliennes. Bref, on essaye d'accompagner l'ensemble du secteur de sa création, avec sa production, sa commercialisation, jusqu'à son recyclage, pour avoir une approche la plus respectueuse possible, et avec des entreprises françaises et européennes qui aujourd'hui ont une marge d'avance sur l'ensemble des entreprises mondiales sur cette thématique. Bien, merci infiniment. Nous arrivons au terme des 45 minutes qui étaient consacrées à ce très très beau sujet. Merci d'avoir dressé le panorama de toutes les actions qui sont possibles et que vous faites en Bretagne. Merci infiniment.